Bonjour à vous, participants au webinaire organisé en collaboration avec l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec et l'École d'entrepreneurship de Beauce. Je me présente, Steve Strang, je suis coach en transfert entrepreneurial ici même à l'EEB. Puis c'est un grand honneur pour moi d'agir comme animateur facilitateur pour la table ronde qu'on a aujourd'hui. Avant de commencer, justement, en tant que partenaire de l'association, j'aimerais que Madame Nathalie McCarthy nous adresse un petit mot pour nous dire là, en quoi c'est important pour elle, justement, d'être partenaire de cet événement. Donc, Nathalie, à toi la parole. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui et que ce webinaire ait suscité autant d'intérêt. Donc, l'AEMQ est fier partenaire de EEB et on est très content de pouvoir s'entretenir avec nos trois panélistes aujourd'hui. Je suis certaine que ce sera une discussion très riche et très intéressante. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie, là, d'avoir pu organiser le tout avec nous. Mais avant de présenter nos collaborateurs qui vont partager leurs meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines, j'aimerais vous parler un peu de la thématique. Donc, bâtir une équipe solide et durable. Et ici, ce que j'aimerais simplement lire, c'est un peu le sujet. Donc, tout comme une construction nécessite des fondations solides pour assurer la stabilité et la durabilité de la structure, une organisation a aussi besoin d'une gestion solide des ressources humaines pour établir des bases solides pour assurer sa croissance et son succès. Trois entrepreneurs d'expérience que je vais vous présenter dans quelques instants, qui n'ont peut-être pas de recette magique, mais qui ont connu des succès, peut-être des fois quelques difficultés, aimeraient partager avec vous les meilleures pratiques qu'ils ont mis en place pour vous permettre, vous aussi, de bâtir une équipe solide et durable. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter à tour de rôle chacun de nos panélistes. Et je vais commencer par Élise Tremblay. Donc, Élise, directrice générale de Minimaliste et diplômée de la cohorte émergence ici à l'École d'entrepreneurship de Beauce, donc la cohorte G8. Élise, bienvenue. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi? Oui, mais merci Steve pour la belle présentation, puis merci à l'EB pour l'invitation également. Comme tu l'as dit, je suis directrice générale pour Minimaliste depuis 2016. Nous, on œuvre dans la conception et construction de mini-maisons en usine. On est basé sur l'île d'Orléans, mais on vend partout en Amérique du Nord. Puis, si j'avais à dire un enjeu de ressources humaines qu'on a vécu dans les dernières années ou un défi, c'est la rétention d'employés. Puis, on a mis des actions en place pour faire face à ce défi-là, qu'on va pouvoir discuter un petit peu plus tard. Parfait. Merci beaucoup, Élise. Je vais Merci. demander à un deuxième panéliste de joindre à nous, c'est M. Guy Leblanc, président de maçonnerie Guy Leblanc et de Leblanc Briques et Pierre, donc deux entreprises, pas une seule, ainsi que gradué de la cohorte élite C10. Bonjour, Guy. Tu peux activer ton micro en passant. Donc, petite icône en bas. Oui, Voilà. c'est bon, désolé. Oui, bonjour, Guy Leblanc. Entrepreneur maçon depuis 92, l'entreprise a démarré dans la grande région de Québec, puis la rive sud de Québec. On se spécialise surtout dans l'installation de la maçonnerie dans le commercial institutionnel, un petit peu de restauration. Puis, pour du côté de Leblanc de Pierre, c'est une compagnie de distribution sur la rive sud de Québec. Tout ce qui est produits de maçonnerie, les produits d'aménagement paysager, les revêtements d'aluminium. Alors, c'est un peu ce qu'on fait de notre côté. Parfait. Et est-ce qu'il y a des défis ou des enjeux particuliers que la situation économique actuelle t'a fait vivre au niveau de la gestion de la main-d'œuvre? C'est un peu comme tout le monde, la rétention du personnel, c'est de réussir à garder notre personnel en place, aller trouver des nouvelles ressources, mais surtout de garder nos ressources en place. Parfait. Merci beaucoup, Guy. Puis là, on va rejoindre Alexis Auger. Alexis, tu peux te joindre à nous. Président d'Alex Maçonnerie, diplômé de la cohorte élite C18. Salut, Alexis. Salut, salut. C'est 18 la meilleure, qui disent. Ben moi, je suis un entrepreneur en maçonnerie, en construction. On est quand même jeune entreprise, mais ça fait 15 ans qu'on existe. Euh, puis, j'ai fait le parcours à l'école d'entrepreneurship de Beauce qui a terminé il n'y a pas tellement longtemps.
puis, on est spécialisé, notre entreprise, en restauration, un peu plus de la maçonnerie. Puis, on a des enjeux assez clairs de main-d'œuvre. Les enjeux ont changé avec les derniers événements qui se sont passés dans les 3 ans. Ça a beaucoup évolué, nos défis. Autant les défis de main-d'œuvre que de technologie. Fait que, c'est un peu ça qu'on est. On essaie de dealer le mieux possible avec tout ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Alexis. Puis, vous expliquer un peu comment on va fonctionner. C'est qu'on va utiliser la métaphore d'une construction, d'une habitation, d'une maison, d'un bâtiment. Puis, on a 3 piliers qu'on a trouvés justement en réfléchissant, Élise, Guy et Alexis, par rapport aux fondations. OK? C'est important d'avoir des bonnes fondations justement pour avoir justement une équipe solide. L'autre chose, c'est peut-être une structure. Donc, Guy va nous parler un peu plus de la structure, comment on voit ça. Puis la dernière chose, c'est d'être justement en sécurité. Puis souvent, on dit pour être en sécurité, ça nous prend un toit. Fait qu'Alexis va nous parler un peu de cette perspective-là tout à l'heure. Donc, on va avoir grosso modo une dizaine de minutes par thématique. Et dans la deuxième partie, donc peut-être vers midi 30, midi 40, on verra comment ça va. Vous allez pouvoir poser des questions à nos intervenants via le petit bouton Q&A que vous avez, donc questions et réponses que vous avez. Donc, tout à l'heure, vous pourrez poser ça et de vos questions et je vais aller piger dans ces questions-là, tout dépendant de ce qui est disponible. Et s'il n'y a pas de questions, ce que je ne souhaite vraiment pas, je vais aller piger dans ma banque de questions personnelles. Ça vous va? Fait que, comme je l'ai dit, on débuterait avec Élise, puis les autres, laissez vos caméras quand même ouvertes parce que ça se peut des fois qu'on interagisse ensemble. On parlait justement des fondations. Puis pour toi, les fondations, si je ne me trompe pas, Élise, ça part des valeurs. Ça fait que je te laisse nous présenter le tout. Merci, Steve, pour l'introduction. Oui, effectivement, dans les 3-4 dernières années, ce qu'on a expérimenté, c'est que de mettre les valeurs de l'entreprise de l'avant, ça a été très, très payant pour nous. Si je peux juste faire un résumé de notre historique, j'en ai pas mentionné tout à l'heure, je suis directrice générale depuis 2016, mais l'entreprise a été fondée en 2015. Puis en 2020, juste au début de la pandémie, évidemment, on a refait une restructuration de l'actionnariat puis de l'organisation. Puis suite à ça, ça nous a permis de se re-questionner sur les valeurs de l'entreprise qu'on voulait mettre de l'avant, nos valeurs personnelles et aussi. Puis à partir de ce moment-là, on a décidé que les décisions qu'on allait prendre puis les orientations seraient influencées puis axées sur les valeurs de l'organisation. Puis ça nous a aidé au retour de la fermeture obligatoire de la dite pandémie, de passer en 3 ans de 6 employés à 24, puis d'avoir une croissance au niveau de nos ventes également. Ce qui était un défi en soi. Puis, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de mettre les valeurs de l'avant, de les connaître d'une manière intrinsèque aussi, ça nous a permis d'engager des gens qui partagent une même vision, un même langage, si je peux dire, parce que à notre sens, des valeurs, c'est au final la langue que tu parles. Puis si c'est 2 valeurs qui sont à l'opposé, au final, 2 personnes ne parlent pas le même langage. Puis je pense que c'est là qu'à un moment donné, il peut y avoir certaines discordes ou certains conflits qui peuvent apparaître, puis qu'à un moment donné, c'est plus difficile de s'entendre. Donc, d'engager les gens en fonction des valeurs, ça a été bénéfique de notre côté. Puis, je parle des employés, mais autant les fournisseurs, clients et tout, là, les valeurs gravitent beaucoup autour de nous, puis je pense que c'est quelque chose qu'on apprend à l'EB puis qui est martelé, mais là, on a décidé de le faire vivre à l'interne depuis 2020. Tantôt, je parlais des enjeux. On a quand même connu une bonne croissance au niveau des ressources humaines, mais c'est quand même venu aussi avec un enjeu. Pendant la pandémie, les gens ont eu beaucoup de remises en question. Il y en a qui ont décidé de déménager, il y en a qui ont décidé de retourner aux études, il y en a qui voulaient un plus gros salaire. Fait que ça nous a créé un taux de roulement quand même important. Fait que, on engageait en fonction des valeurs, mais le contexte de la pandémie faisait en sorte que, puis même le retour de la pandémie, le contexte économique faisait en sorte que on avait un haut taux de roulement, puis à un moment donné, on s'est questionné à se dire, est-ce que les gens, pour quelles raisons est-ce que les gens partent puis reviennent et tout et tout? Fait on a comme analysé les derniers départs, en fait, tous les départs qu'on a eu dans l'organisation dans les dernières années, les raisons, j'ai rappelé des employés pour vraiment valider avec eux
c'est bon, ça fait 2 ans que tu n'es plus avec nous, pour quelle raison réellement tu es parti? Puis on a pu valider que environ 18% des gens quittaient pour le salaire. Mais il reste que c'est les autres raisons, c'est toutes des questions personnelles. Fait qu'on s'est dit qu'on allait quand même travailler sur le 18% qu'on avait le contrôle. Au final, c'est la seule chose qu'on pouvait contrôler à l'interne. Donc, on a décidé de retravailler sur le salaire parce que la pandémie a fait en sorte aussi que au retour, je pense en 2021, début 2022, le salaire minimum était d'une manière organique, était rendu quasiment à 20-25 de l'heure. Là, on se tournait de bord, puis dans les dépanneurs, tu peux gagner 20-25 de l'heure à être caissier, ce qui est correct, mais ça faisait en sorte que au sein de nos organisations, je pense que Alexis, Guy, vous avez sûrement dû vivre la même situation, faisant en sorte que le comparatif du marché était quand même difficile à être compétitif parce qu'au final, il faut aussi faire vivre l'usine, puis il faut être capable aussi de vendre nos produits à un prix qui est raisonnable pour le client. Donc, on s'est dit qu'on voulait créer une échelle salariale juste et équitable pour tout le monde à l'interne. Puis l'entente qu'on a prise avec les employés qui étaient là avec nous à ce moment-là, c'était qu'on allait augmenter le salaire à chaque 6 mois d'une manière ponctuelle, le montant fixe, pour les 2 prochaines années. Fait que là, ça permettait aux employés on ne parle plus de salaire, on sait qu'on vous augmente, tout le monde va devenir bon, tout le monde va prendre des responsabilités, puis ça vous permet aussi d'avoir une vision sur ce qui vous attend au niveau du salaire. Pas besoin de stresser, pas besoin de toujours vous comparer. On prend cette entente-là. Nous, ça nous donne 2 ans pour mettre en place une échelle salariale qu'après ça, on va pouvoir appliquer en fonction des responsabilités puis des performances de tous et chacun. Puis ça, je pense que ça a certainement aidé parce qu'il y a beaucoup d'employés avec qui on l'a mis en place qui sont encore avec nous aujourd'hui. Puis là, on va commencer à mettre l'échelle salariale en place en avril 2024. Fait que ça, j'ai très hâte aussi. Puis tout le monde est. Ça nous a permis aussi de faire vivre les valeurs à l'interne, puis de créer une culture aussi autour des valeurs au sein de l'organisation, en parallèle de essayer de trouver des manières de contrer le taux de roulement. Parce que, tu sais, ça vient que c'est épuisant, mais c'est aussi c'est qu'on essaie de former des gens, mais qui après ça s'en vont, ben c'est pas rentable pour personne, puis même pour les personnes qui restent, ben c'est plate de toujours changer aussi d'équipe de travail. Fait que ça, je pense que c'est une action qui a aidé au sein de notre organisation. Puis comme je disais, ben, en parallèle, ben, le plus possible au jour le jour, puis même avec différentes activités, on essaie de faire vivre les valeurs parce qu'au final, c'est la décision qu'on a prise en 2020, puis c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer d'avoir une équipe soudée. Puis une des actions qu'on a prises par rapport à ça, c'est qu'on a présenté l'organigramme à toute l'équipe. On l'a imagé à l'aide d'un voilier. Tu sais qu'on peut faire un voilier, on peut faire du voilier sur un lac sans outils, mais si on veut traverser un océan, ça nous prend des outils, tout le monde doit être à sa place, on doit avoir un rôle défini, puis le rôle de tout le monde est important parce que la personne qui nettoie le bateau est aussi importante que la personne qui le conduit parce qu'au final, si le bateau est sale puis que tout le monde se blesse parce que tout le monde tombe partout, ben, on n'est pas plus avancé. Là, on va avancer, mais en plein milieu du chemin, ça ne marchera pas. Fait qu'on essaie vraiment de faire vivre ces valeurs-là à l'interne de cette manière-là, le plus imagé possible aussi pour que tout le monde comprenne qu'ils sont importants puis de créer la cohésion d'équipe puis une culture autour de ça. Donc, je pense que ça fait un petit peu le tour de l'histoire que je voulais raconter Bien, merci, pour la Lise. fondation de la maison. Parfait. Puis avant qu'on aille dans la structure, j'ai quand même peut-être une petite question. Tu as parlé des valeurs, puis bon, moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie, puis en donner les valeurs, bon, à quoi ça sert tout ça? C'est des mots dans une cafétéria, on se réfère pas trop. Est-ce que tu as déjà eu cette croyance-là, que c'était juste pour faire beau, avoir des valeurs, mission, vision, valeur, puis on met ça dans un cadre, puis c'est fini là? Est-ce que tu as déjà eu cette perception-là? Non. OK. Je pense que j'ai toujours cru que c'était important, mais je pense que je n'avais jamais compris à quel point c'était important. Tu sais, parce que une des raisons pour lesquelles il y a eu une restructuration au niveau de l'actionnariat, c'est entre autres parce que maintenant, on se rendait compte que, tu sais, au niveau des valeurs, c'était pas les mêmes valeurs qu'on avait à l'interne, fait que ça devient difficile après ça d'avancer. Puis d'avoir vécu le avant puis le après permet de constater que
au final, tout le monde a le même langage. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais les valeurs, je pense, ça fait en sorte qu'on parle un langage qui est similaire. On n'est pas toutes pareilles parce que, heureusement, on est différents et on peut apporter des points positifs avec nos forces et nos faiblesses, mais d'avoir une base qui est similaire, ça permet de continuer d'avancer puis d'outrepasser les différends qu'on peut vivre, là, si je peux dire. Hmm. Puis justement, le fait de mettre des valeurs, puis de les exprimer, puis de les incarner, est-ce que ça fait en sorte que certains membres de l'équipage, tu parlais de bateau tantôt, qui se sont dit finalement, je ne suis peut-être pas dans le bon navire, puis qu'est-ce que ça l'a provoqué ou permis? Je ne sais pas s'il y a eu une prise de conscience d'une personne à se dire hey, je ne cadre pas dans les valeurs, donc je quitte. Mais certainement, les personnes qui ont quitté depuis, qui n'ont pas quitté pour des manières, des raisons personnelles, mais qui ont quitté parce qu'ils sentaient que ça ne cadrait pas, on se rendait compte que c'est parce qu'il y avait ça ne cadrait pas au niveau des valeurs. Parce que si je peux les nommer, nos valeurs, là, on a la créativité, l'authenticité, la rigueur, le travail d'équipe et l'empathie. Puis, par ça, c'est que, mettons, le travail d'équipe, c'est quelque chose qu'on met beaucoup de l'avant. Mais, par exemple, on a déjà eu une personne qui est quittée parce que, bon, il y avait une question de masque à mettre à l'interne pour la COVID et tout, qui ne voulait pas le mettre, donc il est parti en plein milieu d'un travail. Mais, tu sais, même briser un peu la valeur de travail d'équipe, de laisser tomber quelqu'un en plein milieu de journée comme ça, ou même son équipe, pour une question personnelle qui est propre à la personne, puis c'est 100% correct. Là. On respecte ça, mais nous, on se sent irrité parce que, bon, au final, ça vient heurter la valeur de travail d'équipe. Puis cette personne-là est pas avec nous aujourd'hui, puis c'est correct aussi, puis pour ces raisons qui sont propres. Mais tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui ont le travail d'équipe à cœur, puis comprennent le rôle de tous et chacun. Fait que c'est un peu comme ça qu'on peut l'exprimer. Parfait. Merci beaucoup, Élise, pour le partage. On pourra y revenir tantôt dans les questions que peut-être le public aura. Mais là, je vais me tourner vers Guy. Guy, tu sais, on vient de parler un peu des fondations, les valeurs là, dans le discours d'Élise. À un moment donné, il faut avoir une structure solide. Puis, il y a quelque chose que tu nous as partagé en préparation. Bien, peut-être quand on commence à monter la structure, bien, pour que la structure soit solide, ça prend peut-être un bon accueil justement des employés pour qu'ils se sentent justement partie de la structure comme telle. Veux-tu nous en parler? Nous autres, les chantiers, on a à peu près une cinquantaine de personnes sur les chantiers. On recule de peut-être 7, 8, 9, 10 ans. Là. On avait des problématiques que les gens, quand on les intégrait, quand on les embauchait, ben, ça se faisait rapidement. C'est un petit coup de téléphone. Oui, tu veux travailler, parfait. Va-t'en à telle adresse, telle place, puis va-t'en là, va poser de la brique, ou ben, on va manœuvrer, ou on va faire les tâches qu'il y a à faire. Les personnes arrivaient sur le chantier rapidement, puis on ne connaissait pas le contremaître, cherchait un peu les endroits. L'adaptation est un petit peu plus longue qu'une semaine ou deux, tu sais, à se replacer, prendre les repères. Donc là, maintenant, on s'est regardé avec ça, on a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour les accueillir, pour lui donner un accueil personnalisé? Ce qui a été fait, c'est qu'on a un manuel d'employé qui est monté. À chaque fois qu'une personne vient, il va se déplacer au bureau. Il va venir rencontrer la personne des ressources humaines, il va venir me rencontrer, le gérant de projet. Et à partir de là, ça va durer une demi-heure ou une heure, l'accueil. Il va remplir les choses administratives qu'il a à remplir. Il va faire le tour du manuel des employés, tous les côtés sécurité aussi qu'on demande sur les chantiers. On a plusieurs aspects qu'on touche. Tant que la personne commence, elle n'a pas encore commencé, mais elle sait déjà plusieurs bases de ce qui se passe. On lui donne aussi les adresses de tous les chantiers qu'on a, les contremaîtres, les numéros de téléphone. Puis, à partir de là, ben, quand la personne va se déplacer pour aller sur les chantiers, ben, elle est déjà en confiance, elle a déjà un bon accueil. Puis, on a vu une grosse différence, puis on s'en fait parler à chaque fois. Mon Dieu Seigneur, une méchante bel accueil, puis vous prenez le temps avec nous autres, puis ils savent que s'il y a une problématique, ils ne sont pas gênés de revenir à nos bureaux. Ils sont capables de revenir nous voir, puis ils sont en confiance de venir discuter avec nous. Fait que ça a changé beaucoup la dynamique d'embauche de notre côté sur la relation qu'on a avec l'employeur partant. Des fois, on a juste un téléphone, puis on ne lui voyait même pas le visage, on allait sur le chantier, puis on ne savait pas c'était qui. Fait qu'au moins, on met un visage
très souvent commençant. Puis à partir de là, ben, la relation est plus facile aussi pour commencer à faire le travaux. Ça l'a aidé beaucoup. Les contremaîtres aussi sont au courant. Avant, le contremaître, des fois, ça arrivait le matin, ça va trop vite, oublie le téléphone. Puis là, ben, hey, c'est quoi, j'ai un nouveau travailleur. Fait que, tu sais, ça allait vite. Fait que maintenant, la chaîne de communication est beaucoup meilleure. À partir de là, ben, le contremaître est au courant qu'il y a un employé qui s'en vient. Les tâches sont pédigrées un petit peu de son expérience de travail. Fait que ça aide beaucoup les relations entre le chantier puis aussi le bureau. À partir de là, les défis qu'on a, puis qu'on a encore aussi, qui n'est pas tout le temps facile, c'est de faire la relation entre les personnes de chantier, les personnes administratives, les personnes de bureau. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils ne voient pas ça du même œil. À partir de là, quand on les embauchait, si on recule dans le temps, c'est qu'on courait après toutes les choses administratives pour faire les payes, tout ce qu'on avait besoin. À ce moment-là, à partir de là, ce qu'on a fait en place aussi, c'est que la personne va remplir tous les formulaires qu'on a besoin, tout ce qu'on a besoin pour faire les payes. À partir de là, la personne n'a pas encore commencé, on a déjà tous les renseignements nécessaires. Quand il manque des choses, ben là, on a tout de suite leur email, on a toutes les coordonnées, on est capable de discuter et d'avoir tout ce qu'on a besoin. Versus qu'avant, c'est qu'on courait après sur les chantiers pour avoir les renseignements. Puis quand on venait de faire les payes le lundi matin, ben là, c'était à la course pour avoir les renseignements. Ça a facilité beaucoup les choses entre chantier et administratif. Guy, ça me fait penser, une autre image qui me vient, c'est un peu la charpente puis la structure que vous avez mis en place. Donc, les employés savent où est-ce qu'ils peuvent s'accrocher. Puis derrière toi, ben, je vois un super mur de briques, OK? Où toutes ces briques-là, c'est peut-être les membres de ton équipe. Mais toi, ce que je comprends, c'est que tu agis un peu comme mortier ou comme liant dans tout ça. Puis parle-moi un peu de ton rôle, justement, parce qu'en préparation, tu nous en as parlé plutôt, où là, justement, faire le lien avec l'équipe peut-être des bureaux puis l'équipe de chantier. Tu avais une position que tu avais dû prendre là-dedans. Ben, c'est un peu comme je disais, comme un genre de chef d'orchestre. C'est toujours la même chose. Toutes les personnes de bureau, ce que j'essaie de les expliquer, c'est que sur le chantier, ça va vite, c'est pas la même chose que dans le bureau. Puis au contraire, les personnes sur les chantiers, essayer de comprendre la réalité des personnes de bureau. Moi, je vis un peu les deux endroits, j'ai vécu les deux endroits. Fait qu'à partir de là, je suis plus capable d'intégrer puis d'expliquer au monde de bureau pourquoi les personnes de chantier ont plus de misère des fois à donner les renseignements nécessaires versus chantier. Là, je suis obligé d'expliquer que le contremaître, ce qu'il veut, lui, c'est que son bricoleur ait de la brique, qu'il ait du mortier pour être capable de faire ses tâches. Mais à partir de là, j'explique que si au bureau, ils n'ont pas le brique ou le mortier, ben, ils ne seront pas capables de donner les renseignements. À partir de là, c'est d'amalgamer tout ça ensemble. Pour faire ça, ben, on fait des réunions de contremaîtres. Tous nos contremaîtres gérants de projet, au moins 4 fois par année, à tous les 3 mois certainement. On fait en fin de journée, on fait une espèce de petit 4 à 6 et demi, 4 à 7, on va pas appeler avec un petit souper. Puis on explique les enjeux, on explique tous les aspects de sécurité des chantiers, qu'est-ce qui s'en vient, les problématiques, les améliorations à y avoir. À partir de là, toutes les informations sont véhiculées au contremaître qui va les véhiculer ensuite de ça aux employés. À partir de là, ça l'emmène une bonne structure, puis ça l'emmène la communication plus facilement avec les employés. On le voit quand on fait notre tournée de chantier, bien, à partir de là, on est capable de voir que les employés sont au courant de ce qu'on a déjà jasé, fait que ça l'aide à la transmission de communication. Intéressant. Puis c'est vrai que ces meetings-là qu'on fait des fois en dehors des opérations, ça nous permet aussi de nous projeter vers l'avenir, vers le futur. Donc, de quoi la maison aura l'air au final? Parce que c'est beau empiler des briques, mais on ne sait pas pourquoi on le fait, puis comment on doit les superposer. On va construire un peu n'importe quoi. Donc, est-ce que tu as l'impression que ces rencontres-là trimestrielles permettent justement aux gens de voir où est-ce qu'on s'en va au lieu de juste gérer les problèmes du quotidien? Ben, c'est important pour les informer. Parce que c'est sûr que tout le monde, tu sais, on a beaucoup de questionnements. On va-tu manquer d'ouvrages? On a-tu beaucoup d'ouvrages? On a-tu trop? Quelle sorte d'ouvrages qu'on a aussi? Parce que, tu sais, on a des opérations, on fait de l'installation de blocs de construction, de la brique, de la pierre.
c'est pas tous des chantiers qui sont pareils. La restauration, des travaux en hauteur, des travaux à l'intérieur, des travaux à l'extérieur. On est appelé à travailler dehors, à l'intérieur. Fait qu'à partir de là, les employés aiment beaucoup savoir sur quelle sorte de projets qui s'en viennent. Puis aussi, la quantité de projets, on est dessus pour un mois, c'est un mois, 6 mois, un an. Fait qu'à partir de là, les renseignements se diffusent plus facilement. Fait que quand je vois sur les chantiers, ben, les gars sont déjà au courant, il y a des questionnements qui se font, mais ils ont déjà une bonne base. Aussi, tout ce qui est question de sécurité est bien important chez nous. Fait qu'à partir de là, on regarde tout ce qui peut être amélioré et tout ce qui va bien ou tout ce qui va moins bien. Et quand on a des difficultés, on est à peu près 8 ou 9, on est ensemble, on est capable de régler les problématiques. Puis on se fait des procédures ensemble, puis on est capable de les exécuter. Quand ça vient des personnes qui travaillent au chantier, ils sont plus facilement exécutables que si c'est juste nous autres et moins là, moins présents au chantier pour les exécuter. C'est drôle parce que tu viens parler de sécurité, puis en même temps, on a parlé, tu sais, qu'est-ce qui va faire qu'un employé va demeurer mobilisé, puis aussi va sentir que, tu sais, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Est-ce que c'est un avenir radieux, puis c'est sécurisant ou non, Colin, c'est que je commence à faire de l'anxiété. Si on n'en parle pas, évidemment, ça se peut que les gens commencent à se raconter des histoires. Puis là, ça m'amène, Guy, si tu permets, à faire le lien avec l'aspect de sécurité qu'un peu Alexis nous avait mentionné en préparation. Je vous ai parlé d'un toit. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se sentir en sécurité pour l'entreprise, puis pour ses membres aussi qui en font partie, que ce soit les employés ou l'équipe de direction. Donc, Alexis, qu'est-ce que tu aimerais nous partager? Ben, tu sais, oui, la sécurité, le toit, c'est pour ça qu'on travaille dehors à la pluie. Mais les valeurs, c'est hyper important. Puis nous, euh, la- l'entreprise est née un peu de ce clash de valeurs-là qu'on avait avant de créer l'entreprise. C'est que euh, on voulait mieux contrôler notre environnement de travail, avoir une business qui était le fun à travailler, euh, on avait tout le monde en sécurité là-dedans. Autant la sécurité financière que la sécurité de chantier, parce qu'on s'entend, on travaille aussi pour notre sécurité financière. Puis, ce qu'on fait aussi à travers nos travaux de restauration de maçonnerie, ben, on sécurise souvent l'investissement le plus important que les gens ont, qui est leur bâtiment. Fait que, puis, ben, à travers de ça, on s'est rendu compte que, dans le fond, ce qu'on veut pour nos clients ou ce qu'on veut pour nos employés, ben, on essaie de se mettre dans la chaise de l'autre, puis de voir ce qui serait intéressant d'avoir au niveau de l'employé, au niveau du client. Fait que euh, la base de notre recette, si on veut, c'est beaucoup en lien avec l'éthique de réciprocité, qui est nos valeurs tournent autour beaucoup de ça. Puis c'est d'offrir un environnement de travail à nos employés qu'on aimerait avoir nous aussi comme employés, parce que l'autre chose, c'est Guy, je sais, Élie, je ne sais pas nécessairement si tu as fait ce parcours-là, mais le fait d'avoir été dans l'autre chaise, puis d'avoir parti, tu sais, c'est pas nécessairement une business qu'on a racheté, on l'a créé de zéro. C'est que ça nous permet de voir la réalité de l'autre, puis de la comprendre. Fait que autant je suis capable d'être l'employé, le maçon, que même le manœuvre, mais autant que moi, chez nous, des fois, je vais être le client d'un entrepreneur. Fait que comment j'aimerais que l'entrepreneur agisse avec moi. Même chose, je suis un sous-traitant, des fois, comment est-ce que j'aimerais ça qu'un entrepreneur général sous-traite la job. Euh, Puis des fois, c'est moi l'entrepreneur général qui a des sous-traitants. Fait que c'est d'être capable de se positionner dans toutes les chaises, puis d'avoir des situations qui sont gagnantes pour tout le monde. Je pense que c'est beaucoup en lien avec
cette manière-là de fonctionner qui nous a porté fruit jusqu'à date. Puis là, ben, tu sais, à travers de tout ça, il faut bien communiquer, faut bien évoluer. Tu sais, ça prend une ça prend une qualité d'ouvrage, ça prend une qualité de communication. Euh, Puis là, ben, récemment, on a eu beaucoup d'enjeux avec tu sais, la pandémie qui est arrivée, puis tout ça. Puis il y a les outils technologiques qui viennent nous frapper fort. Puis je pense on n'a pas le choix, tout le monde, d'embarquer là-dedans. Puis entre autres, aujourd'hui, une rencontre en virtuel, il y a 4 ans, on n'aurait jamais pensé à ça, là, tu sais. Fait que, il a fallu faire le pas là-dedans, puis s'assurer que on garde une bonne communication, qu'on tient nos équipes mobilisées, qu'on les tient informées. Euh, Tu sais, Guy, avec ses rencontres, tu sais, c'est hyper bon. On s'est fait, ben, je me suis fait teinter de l'EEB aussi avec ses bons conseils puis ses coachs vraiment hors pair, là, dont Cléo Maheu, pour pas lui faire nécessairement de la publicité, mais tu sais, qui a traduit le livre Scaling Up, puis qui nous l'a démontré dans. On a pris un peu ben, pas mal de sa sauce pour, euh, pour promouvoir la communication à l'intérieur de l'entreprise, s'assurer de parler à nos gens, même s'ils sont loin, puis qu'ils sont sur un chantier à l'autre bout de la ville. Puis, fait que la technologie nous a beaucoup aidé aussi à travers de ça à garder une bonne qualité de communication. Puis, euh, autant les valeurs sont importantes, mais c'est aussi de prendre des décisions en lien avec ces valeurs-là. Tu sais, oui, on essaie de les faire vivre, on essaie de les vivre autant nous, mais quand on a justement des comportements qui viennent à contrer ou à l'encontre de ces valeurs-là, ben, s'il y a des décisions à prendre, ben, on met nos culottes puis on les prend, là. Fait que je pense que c'est primordial d'aller dans cette direction-là aussi à travers de tout ça, là. Merci, Alexis. Puis, tu sais, par rapport, on revient quasiment au boucle à boucle. On a commencé avec des valeurs, tu termines avec des valeurs, tout ça. Ça fait que c'est pas juste la fondation, ça se trouve dans la structure, puis ça se trouve dans le toit, peut-être, les valeurs. J'aurais une question peut-être pour toi, parce qu'on parlait de ton éthique de réciprocité que tu incarnes. Est-ce que tu me disais, ou tu nous disais plutôt que tu te mettais dans la peau du client, des fournisseurs, tout ça? Est-ce que tu as la perception que ton équipe maintenant est capable d'incarner cette valeur-là de réciprocité et quand ils sont dans une situation devant peut-être un collègue, un client, sont capables de se mettre dans ses souliers aussi pour prendre la meilleure décision pour les deux? Ouais, vraiment. Puis ça nous a sauvé, ben, ça nous sauve encore beaucoup de tracas euh, d'agir de la sorte parce que quand on est face à un problème, souvent, bon, ben, comment que je fais ça, là, comment que je relève ça, ce défi-là? Qu'est-ce que je fais dans le coin là? Ben là, souvent, à force de faire l'exercice, je dis, ben garde, ce serait, tu sais, mets-toi à la place du client. Qu'est-ce que tu ferais si c'était chez vous? Ben, c'est ça qu'il faudrait faire, mais là, ça va être plus long. Ben, garde, on le fait comme ça. Euh, on le fait bien. On le fait comme si tu étais dans ses culottes. Puis, puis ben là, plus qu'on répète la même cassette, ben là, à un moment donné, ils n'ont même plus besoin de nous appeler, ils le font. Puis ça nous enlève du tracas beaucoup. Puis si je dors bien la nuit, les travaux sont bien faits. Puis tu sais, sont faits au meilleur des compétences de chacun. Puis s'ils ont besoin d'aide, ben, c'est sûr qu'on est tous là pour s'épauler à travers de ça, là. Hmm. C'est intéressant, puis je vois déjà des questions apparaître là, à l'écran. Euh, Peut-être avant d'aller aux questions, justement, par rapport aux valeurs, ben, ce qui est bien, tu parlais de cassette.
À un moment donné, le succès, c'est un peu ton fardeau ou votre fardeau en tant qu'employeur de répéter des fois cette cassette-là. Mais tu nous partageais, Alexis, qu'à un moment donné, c'est le fun parce que la cassette ou la petite chanson qu'on entend sa cassette, c'est plus juste toi qui la chante. Les gens se mettent à la fredonner aussi. Puis là, ça a un effet boule de neige. Fait que ça, est-ce que vraiment tu l'as perçu dans ton entreprise que maintenant, c'est plus juste à toi, ça se contamine positivement dans l'entreprise, puis que les valeurs sont vraiment partagées par d'autres que toi? Oui, c'est, je pense qu'à travers de ça, c'est ce qui est le plus gratifiant de voir que ce qui me tient à cœur, leur tient à cœur maintenant, puis qu'ils sont à l'aise de travailler de cette manière-là. Fait que ça rend, tu sais, ça rend tout plus facile. Puis, tu sais, le bateau avance mieux dans le vent ou l'eau coule mieux sur le toit de notre toiture. Le toit prend moins l'eau, en tout cas. Parfait. Exactement. Excellent. Ben, merci. Je vais aller vers la question, là, la première question que j'ai ici. Il y a Kelly Enfield qui me demande, puis là, j'adresse la question à tout le monde, si vous êtes capable d'y répondre, puis on fera un petit échange là-dessus. Comment pouvons-nous élaborer un plan d'accueil et d'intégration efficace tout en minimisant les risques liés à notre taux de roulement élevé, notamment pour les postes saisonniers, afin d'optimiser notre investissement en temps et en argent pour chaque ou dans chaque employé? Fait que, comment vous voyez ça, vous abordez ça? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait peut-être se lancer là-dedans par rapport au plan d'accueil? Tu sais, Guy, tu nous en as parlé un peu. Est-ce que peut-être tu peux nous en parler plus concrètement, comment ça se fait? Moi, c'est sûr que c'est une question avec les travailleurs saisonniers qui est un petit peu plus d'accueil, là. Je te dirais que j'en avais presque les travailleurs saisonniers qui sont devenus permanents, là. Ça a été comme ma façon de garder notre personnel, parce que quand c'était saisonnier, c'était pas facile. On a réussi à créer, à lui faire faire d'autres tâches pour réussir à les garder à l'année longue. Fait qu'à partir de là, ça a sécurisé les postes qu'on avait, on était plus problématique. Mais je dirais que pour l'accueil, nous autres, ça a complètement changé, là, l'accueil, là. On prend vraiment le temps avec la personne, puis des fois, quand je dit au téléphone, de venir apporter leurs choses, puis de prévoir une heure. Mon Dieu, une heure, c'est même trop long. Quand ils ont terminé leur processus, que j'appelle, ils voient vraiment le plus. Dans le ménage de l'employé, on passe pratiquement tous les points un par un, que ce soit le travail, que ce soit les drogues, l'alcool, que ce soit, on passe au complet qu'est-ce qu'on a dans notre manuel. Fait qu'à partir de là, tout le monde part sur une base égale. Fait qu'étant, tout le monde connaît l'information. Fait que la personne qui fait des choses ou qui arrive des choses par la suite, bien, tout le monde est au courant de la manière qu'on va la traiter, de la manière que sont au courant de l'information. L'information est à la base, un peu la question que j'ai, c'est d'être informé en partant de toutes nos sphères, que ce soit de toutes les sphères d'entreprise au complet sont au courant en partant. Ils ne peuvent pas dire qu'ils étaient pas au courant, normalement. En partant, on lui donne l'information. Excellent. Évidemment, je pense que c'est par rapport aux employés saisonniers, il y a peut-être un défi particulier. Élise, tu aimerais justement commenter? Oui, ben, si je peux faire du pouce sur ce que Guy a dit, nous, ça nous est arrivé des fois d'engager des gens juste pour l'été. On le savait que c'était pour l'été quand même, mais on les a quand même engagés. Ben, on les traite quand même comme tout le monde dans l'intégration. On a le guide de l'employé, on fait les rencontres un peu comme Guy, là, c'est peut-être un peu moins exhaustif, mais on a quand même le guide de l'employé où tout est mentionné. On a une première rencontre, puis on a la rencontre après 3 mois aussi pour l'approbation. Puis on le fait dans une optique de vision long terme aussi, parce que ça nous est arrivé de faire ça avec des employés qui étaient saisonniers pour l'été, sont revenus l'été d'après, puis là, ils travaillent à temps plein avec nous. Fait que, tu sais, ça peut paraître comme coûteux à court terme, mais à long terme, ça peut être payant. Puis même si la personne ne revient pas, on a des références d'employés aussi, de par le fait qu'on les a bien traités. Ils parlent en bien de nous dans leur expérience de travail. Alexis, par rapport à cette question-là, est-ce que tu as une perspective aussi? Ben oui, parce qu'il se passe tellement n'importe quoi dans plein d'entreprises, puis de
d'avoir une structure le plus possible qui est claire puis qui est déjà établie. Tu sais, le guide de l'employé, tu sais, un manuel de l'employé, on n'avait pas ça au début, là. On a travaillé ça avec le temps. Puis là, ben, on prend le temps de, oui, quand on fait l'embauche, ben, souvent les gens ne lisent plus là, non plus. Fait que c'est quand même exhaustif là, quand tu regardes tout ça. Puis, mais de prendre le temps de le lire avec rapide, s'il y a des questions, d'élaborer un échange, puis de s'assurer qu'il y a un canal de communication qui n'est pas complexe, puis qu'ils savent qu'on est authentique, qu'on est là, puis que c'est pas. C'est sûr que nous, on est quand même une petite entreprise, fait qu'on est près de nos employés, de nos membres. Puis encore là, mon éthique de réciprocité, ben, tu sais, quand tu as un jeune qui sort de l'école, que c'est la première fois qu'il s'en vient, ben, c'est stressant. Fait que de comprendre aussi, parce qu'on a tous déjà passé par là, de comprendre ce stress-là, puis d'essayer d'amoindrir cette anxiété-là, ça vient aider. Puis après ça, ben, ça continue, puis tout ce que tu dis, tu le fais aussi. Il faut que les bottines suivent les babines. Fait que mais d'avoir cette structure-là aide vraiment à ce que les gens savent où ce qu'ils s'en vont, le but. Puis tu sais, nous, on est aussi travailleurs saisonniers. On essaye tant comme on peut d'étirer ça, mais c'est pas toujours facile. Mais de le savoir clairement, parce qu'il y en a qui veulent pas travailler l'hiver, puis tu sais, sont bien contents d'être devant leur foyer à relaxer pendant 2 mois. Ben, c'est important de le savoir, puis il y en a d'autres que c'est différent. Fait que c'est de s'ajuster, je pense, tout le monde à travers de ça. Wow. Tu sais, comme tu viens de le mentionner, des fois, c'est la gestion des attentes, tu sais, de savoir, vous, c'est quoi vos attentes. Puis il faut être clair par rapport à ce que vous pouvez promettre peut-être à un employé. Puis l'autre aussi, des fois, l'employé, lors de la rencontre, peut-être qu'il va vous partager ses attentes et dire, regarde, moi, je suis bien à l'aise d'avoir mes 2 pieds sur le pouf puis regarder mon foyer cet hiver. Donc, vous n'avez pas d'incertitude. Vous dites, j'y dois quelque chose, il faut que j'y trouve l'ouvrage parce que peut-être qu'il n'en veut pas. Ou l'inverse est aussi vrai. Euh, Par rapport à la question, puis je me permets aussi peut-être d'en mettre un petit peu plus, tu sais, c'est un investissement. Prenez le temps qu'il faut au départ, tu sais, optimiser notre investissement en temps et argent à chaque employé. C'est quoi le juste équilibre? Ben, en fait, je vous dirais de bien accueillir quelqu'un. On a des différents besoins fondamentaux, mais un besoin d'autonomie. Si l'employé arrive et a l'impression de toujours dépendre de quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas eu l'info, il ne se sentira pas bien. Puis l'autre élément, ben, c'est de se sentir accueilli et apprécié dès le départ. Déjà, en comblant ces 2 besoins-là, votre employé risque d'être pas mal plus efficace et rentable rapidement que si vous le garochez sur un chantier puis qu'il n'y a pas d'autonomie puis il ne se sent pas apprécié. Fait que je pense que ça peut être un bon investissement pour tous. Euh, J'aurais une question pour toi, Alexis, à nouveau, parce que lors de notre préparation, tu as parlé un peu des rencontres rythmées, tu as parlé des outils technologiques aussi. Mais est-ce que tu voudrais me parler un peu plus de comment ça se déroule au quotidien, ces fameuses rencontres rythmées-là, puis qu'est-ce que ça permet justement à l'équipe? Ben, ça a beaucoup évolué depuis qu'on a mis ça en place. Au début, c'est beaucoup par virtuel, là. On a fait le changement vers le virtuel, puis c'était des rencontres entre chaque contremaître et notre chargé de projet. Là, au début, on était tout le monde, tous les contremaîtres. Là, c'était la pagaille. On arrêtait tout pendant 20 minutes. Là. Le chantier capotait. Puis là, c'était comme. Puis on s'est ajusté avec le temps, dire, nous, dans le bureau, on a besoin de l'information, comment que ça avance. Fait que pour se positionner, pour s'assurer qu'il manque de rien, pour s'assurer que les prochaines étapes soient bien enlignées. Fait que souvent, c'était difficilement perçu du côté de l'employé qui est sur le chantier. Il dit, crime, je perds mon temps, moi, à faire ça. Puis là, ben,
Mais plus que ça avance, plus qu'on en fait, plus qu'on le module, bon, là, il y a moins de monde, on les fait plus en petits groupes, en équipe de 2, en équipe de 3. Puis là, ben, ça fait en sorte que crime, ça roule bien, ça roule mieux, c'est moins stressant. On sait qu'on a parlé que c'était quoi nos enjeux, nos objectifs. Fait que tout le monde s'arrime mieux avec ça. Puis oui, ces rencontres rythmées-là, euh, avec chacun des petites cellules mais à tous les jours. Mais c'est que même dans les bureaux, là, c'est qu'on a besoin, nous autres aussi, là, la gang du bureau, de se parler à tous les semaines parce on en a par-dessus la tête tout le temps, tout le monde. Fait que, les gars, on prend un petit 1 heure, on est l'administration principale. Puis en même temps, ben, à travers de ces rencontres-là, moi, j'apprécie beaucoup, puis j'en ai encore avec ma cohorte C18 à tous les vendredis, c'est que on fait un bilan un peu de où ce qu'on est rendu dans nos tâches de travail. Fait que oui, les gars sur le chantier à tous les jours sont rendus où, puis c'est cool ce qu'ils s'en vont demain, mais dans ma semaine, à moi, de m'assurer de bien planifier puis de taper ses bons clous, c'est important. Puis de savoir que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide dans mon équipe, puis que je peux l'aider en faisant une action, puis que ben, on s'arrime tout le monde, puis ça fait ça fait moins chargé, c'est plus fluide, puis on n'arrive pas non plus dans des gros blocages ou dans des non-dits, là. Il faut faire attention à ça. Fait que je pense que c'est primordial. Excellent. Bien, merci Alexis, Élise. Oui, ben à la lumière de ce qu'Alexis vient de dire, puis je pense que tout ce que Guy a dit, puis de ce que j'ai partagé aussi, je vais juste soulever aussi, tu sais, on parle beaucoup des valeurs, là, mais on dirait que la communication, c'est le cœur de bien des affaires aussi. Là, tu sais, j'écoutais tout ce que mes collègues disaient, puis je me disais, tu sais, il y a des valeurs, oui, là, mais la communication, c'est la base de tout aussi, puis tu sais, d'avoir une certaine clarté. Les rencontres, ça sert à ça aussi, s'assurer qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas d'irritants, que les irritants soient nommés, puis qu'on puisse continuer d'avancer pour éviter que ça fasse qu'il y ait un événement qui fasse une boule de neige de 6 mois plus tard pour aucune raison. Là. Fait que je voulais juste le mentionner pour qu'on l'ait en tête aussi. Wow. Puis dans les communications, une chose qu'on oublie souvent, c'est que oui, il faut parler des problèmes, les régler, mais il faut aussi apprendre à nommer les bons coups. Parce qu'un autre besoin, tu sais, on parle d'autonomie, on parle de se sentir partie d'une équipe, mais il y a un besoin de réalisation aussi. Puis des fois, on fait des projets, puis surtout dans la vie dans laquelle on est, tu sais, je vois le chandail de M. Béliveau derrière toi, Guy. Fait qu'une équipe de hockey, il y a une Coupe Stanley à la fin de l'année. Ça fait qu'on sait à la fin qu'on a gagné ou qu'on s'est rendu à telle position. Malheureusement, dans le monde du travail, il n'y a pas de saison, OK, avec un championnat. Mais il faut en créer des mini-championnats. Puis ce qui est le fun dans les rencontres rythmiques, que ce soit trimestriel et tout ça, c'est qu'on peut se donner des petits championnats. Puis à un moment donné, nommer à nos employés, wow, gang, on a réussi. Et c'est ça qui maintient la mobilisation. Fait que vous pourriez vous poser la question, vous tous qui êtes dans le webinaire, comment je réussis à maintenir justement cette volonté-là à vouloir gagner ou se dépasser. Puis quand ça arrive, il faut le célébrer aussi. Fait que Guy, ce que tu mentionnais tout à l'heure, probablement que dans tes rencontres trimestrielles, c'est une façon un peu de célébrer en récompensant les gens et en nommant les bons coups. Alexis? Ben, célébrer, c'est hyper important. Puis, c'est pas parce qu'on est un dirigeant d'une entreprise qu'il faut pas célébrer nos bons coups. Puis c'est souvent, on s'oublie aussi à travers de ça. Puis c'est là que moi, mes rencontres me font réfléchir parce que euh, à travers mon parcours EB, je me suis rendu compte que dans le fond, ma job la plus dure, c'est de m'arrêter puis de réfléchir à qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que je vais faire. Fait que de savoir que j'ai fait puis de regarder en arrière, de voir mes bons coups parce que autant mes employés, on le sait comment est-ce que c'est important de leur donner de la reconnaissance puis de leur taper dans le dos, mais faut qu'on puisse y
y penser pour ce qu'on fait nous aussi, puis prendre le temps de s'en donner. Crime, c'est un bon coup que j'ai fait là, c'est good, mais tu sais, si c'est pas nous autres qui le fait envers nous autres, souvent, il n'y a pas personne, et ça va être dur aussi de l'avoir, puis c'est pas vrai moi, je pensais, j'en ai pas de besoin, moi. Ben non, on en a tous de besoin, puis des fois, c'est de se mettre de la tête dans le sable de penser qu'on n'en a pas de besoin, puis il y a des manières de s'en donner, puis cette manière-là, moi, je trouve que est bonne, là, c'est déjà de s'arrêter pour penser à ce qu'on a fait de bon. Là. Wow! La reconnaissance puis la gratitude. Hein. Vous avez des membres dans vos équipes qui sont là, qui contribuent à une cause qui est le développement de votre organisation, de votre entreprise. Ils font partie de quelque chose. Oui, vous les payez, vous les rémunérez, mais en même temps, ils donnent de leur temps, ils donnent une partie de leur vie là-dedans. Fait que je pense que la gratitude puis la reconnaissance, vous en méritez, vous, mais ils en méritent aussi. Ça fait que ça va dans les deux sens. On parle de réciprocité. Alexis, effectivement, c'est le cas, mais il faut mettre ces moments-là dans nos agendas pour que justement on puisse l'exprimer. Wow! Fait que je ferai un dernier tour de table avec vous, justement, Élise, Guy, Alexis. Avec quoi, justement, s'il y avait un dernier mot ou quelque chose que voudriez laisser à nos participants, là, qu'est-ce que ça serait? Allez, Élise, je commencerai avec toi. Tantôt, Steve, tu disais que les bottines devaient suivre les babines. Donc, en tout cas, nous, ça a été payant de se questionner sur nos valeurs, de les faire vivre, puis de les respecter aussi. Fait que j'encourage tout le monde à faire cet exercice-là parce que ça guide beaucoup de décisions qu'on peut prendre. Puis même, des fois, quand on est irrité par quelque chose, on se questionne quelle valeur ça vient confronter, puis on se rend compte tout de suite que c'est dans une des valeurs de l'entreprise. Puis même quand il y a des situations qui se passent dans l'organisation, ben, on réutilise les valeurs pour dire, ben, cette situation-là est venue confronter telle valeur, c'est pas acceptable au sein de l'organisation. Fait on les utilise, fait que c'est pas juste des savoirs, des mettre dans le mur sur le mur de la cafétéria, mais c'est des comprendre puis de les faire vivre à l'interne. Wow! Merci beaucoup, Élise. Guy? De mon côté, je pense que faut prendre, on est tous surchargés. Ça va super vite dans nos vies, ça va super vite dans nos entreprises, mais c'est vraiment de prendre le temps avec chaque employé, d'avoir une petite discussion avec les autres. Plus que l'entreprise grossit, des fois, plus qu'on a la tendance à moins voir chaque employé. C'est important, moi, de connaître chaque nom de chaque personne. À chaque fois qu'il y a une fête, que c'est leur fête, je le sais, puis je prends la peine d'aller passer sur le chantier puis d'aller lui dire, souhaiter la bonne fête. C'est des petites attentions, c'est des petits détails que chaque employé, je pense qu'il l'apprécie bien. C'est de prendre le temps avec nos employés, puis la communication, de prendre le temps de jaser avec eux. Oh, merci beaucoup, Guy. Alexis? Pour ceux qui me connaissent mieux, je suis un rouge vif, je suis beaucoup, beaucoup dans l'action. J'ai changé beaucoup dans les dernières années. Puis, à travers de ce changement-là, je me suis aperçu, ben oui, arrêter pour réfléchir, mais il y a des trucs pour ça. Puis, juste de penser à sa respiration, de respirer, de méditer, d'avoir des routines saines, d'avoir une qualité de vie, de travailler sur sa qualité de vie, c'est hyper important. Puis de ne pas tomber de l'autre bord ou en dessous de la ligne. Fait que euh, s'arrêter pour penser, puis réfléchir, puis se calmer pour avoir l'esprit clair, puis prendre des bonnes décisions, c'est payant. Wow! Bien, merci à vous trois pour le temps que vous avez consacré là, justement à tous les participants ainsi qu'à l'association, l'AEMQ. Puis pour le B aussi, là, c'est vraiment admirable. Puis je suis plein de gratitude envers vous.
bravo. Puis je pense que les participants, si on pouvait les entendre ou les voir, ben, je pense qu'ils sont vraiment reconnaissants du temps que vous avez accordé. Fait que merci beaucoup. Autre chose, ben, en terminant, le 15 février prochain, je serai là aussi comme animateur au congrès de l'association. Donc, il y aura un atelier que je ferai avec un ancien diplômé aussi de l'EEB. Donc, on va faire un atelier là-bas. Fait que je vous remercie encore beaucoup. Merci, Madame McCarthy. On ne vous voit plus, mais merci beaucoup. Fait que ça va mettre fin à notre webinaire. Donc, je vous souhaite à la prochaine. Puis sachez que les webinaires offerts par l'EEB ainsi que ses différents partenaires se tiennent à différentes fréquences. Vous pouvez aller voir le site de l'EEB puis vous inscrire tout simplement pour participer à d'autres événements comme celui de ce midi. Fait que merci beaucoup à vous tous. À la prochaine. Merci, Steve.